Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4062. Aujourd'hui au programme, on est rendu à la circulation atmosphérique, donc on va parler de l'atmosphère. D'abord, parlons de la composition de notre atmosphère. Eh bien, notre atmosphère, elle est faite de 78% de diazote, donc de N2. On a seulement 21% de notre atmosphère qui est composée d'oxygène, qui est évidemment essentiel pour notre respiration. Le 1% qui reste, eh bien, ce sont bien des choses. Donc, on peut parler de vapeur d'eau, d'argon, de dioxyde de carbone, de méthane, d'oxyde nitreux et d'ozone. Certaines masses d'air sont présentes et donc vont avoir une influence sur, évidemment, nos climats. Les masses d'air de départ, si on commence par le sud, eh bien, on a deux masses d'air maritimes tropicales qui vont avoir une influence plus principalement sur les États-Unis. Et juste au-dessus, on va avoir une masse d'air continentale tropicale. Donc, c'est une masse d'air qui est plus sec que les deux qui étaient en dessous. On a aussi des masses d'air maritimes polaires. Donc, ce sont des masses d'air plus humides, autrement dit, qui comportent plus d'humidité, mais qui nous vient du nord, donc qui vont être plus froides. Et finalement, on a les masses d'air continentales arctiques, qui est vraiment au nord de nous et qui vont avoir une influence parce que ça va refroidir. C'est quand on a des vrais froids arctiques pendant l'hiver plus principalement. Et maintenant, on va s'efforcer à essayer de vous faire comprendre les bulletins météorologiques. Pourquoi? Ben, dans les bulletins météorologiques, on va souvent parler de cyclones, d'anticyclones, de dépressions, de fronts chauds, de fronts froids, et donc on va essayer de définir ces différentes choses-là. Donc, commençons par le front. Le front, en fait, c'est une ligne qui sépare deux masses d'air lorsque l'une d'entre elles en chasse une autre. Rappelons que, comme pour l'eau, l'air chaud est moins dense et a donc tendance à s'élever dans l'atmosphère. Donc, c'est la raison pourquoi on va chauffer l'air à l'intérieur des montgolfières. En fait, l'air chaud va avoir tendance à s'élever et donc va forcer vers le haut pour pouvoir élever la montgolfière vers le haut. C'est aussi la raison pourquoi la fumée monte lorsque vous faites un feu et c'est aussi la raison pourquoi lorsqu'on ouvre un four, eh bien des fois on a à avoir une très grande quantité d'air chaud qui va nous être carrément soufflé au visage. C'est simplement parce que l'air chaud monte. Lorsqu'on parle de l'air froid, eh bien l'air froid va descendre. Lorsque vous ouvrez le congélateur ou lorsque vous ouvrez la porte à quelqu'un l'hiver, eh bien la première partie de votre corps qui a froid, ce sont les pieds. Pourquoi? Eh bien parce que l'air froid va aller vers les pieds, donc vers le bas. Lorsqu'une masse d'air froid va chasser une masse d'air chaud, eh bien à ce moment-là, ben, comme je l'ai dit, il va attaquer par le bas parce que l'air froid est plus dense. Donc c'est ce qu'on appelle un front froid. Le front froid, c'est donc lorsqu'une masse d'air froide va chasser une masse d'air chaude. Au contact de l'air froid, l'humidité va former des gros nuages. Mais les nuages ici sont verticaux parce que je vais avoir une certaine friction au niveau du sol. Ce qui veut dire que ça ne sera pas une ligne droite. Hein? Ça va être une ligne qui va avoir tendance à se courber, donc à former une ligne verticale ou presque verticale au niveau du sol. Eh bien, lorsqu'on va avoir ça, le problème, c'est que cette humidité-là va former des nuages qui sont verticaux et donc la condensation de l'eau, qui va former évidemment de la pluie, eh bien, va se faire sur une très, très grande hauteur. Et c'est ce qui va former les très gros nuages d'été lorsque vous voyez le rouleau compresseur noir s'approcher. Eh bien, ce sont ce type de nuages qu'on appelle les cumulonimbus. Donc, l'humidité va former des gros nuages verticaux qui vont amener une pluie qui est très brève, mais qui est d'une très, très, très grande humidité. C'est aussi dans ces nuages-là qu'on va voir se former des températures plus violentes, comme par exemple de la grêle ou des orages, des éclairs. Le front chaud maintenant. Donc le front chaud, si vous comprenez bien que si le front froid, c'était l'air froid qui chassait l'air chaud, eh bien le front chaud, c'est l'air chaud qui chasse l'air froid.
Donc, c'est vraiment lorsqu'une masse d'air chaud va chasser une masse d'air froide et au contact de l'air froid, je vais encore avoir une formation d'humidité. Mais cette fois-ci, comme c'est de l'air chaud, eh bien, j'attaque plus vers le haut. Donc, c'est par le haut que je vais chasser ma masse d'air froide. Si c'est vers le haut, eh bien, les nuages vont d'abord se former en très très haute atmosphère. On va avoir des cirrus, donc les nuages qui ressemblent un peu à des cheveux. Et tranquillement, pas vite, vous allez voir des masses de nuages qui descendent. Et même des fois, lorsque les vents ne sont pas exactement à la même vitesse en haute atmosphère, on va voir ces nappes de nuages-là passer un par-dessus l'autre, ce qui peut être un phénomène relativement intéressant à regarder. Et donc, cette condensation-là va évidemment former de plus en plus de nuages qui va finalement donner de la pluie. Mais ça va être une pluie d'une faible intensité, dis-je, mais qui va tomber sur une plus longue période. Puisque, évidemment, ce front chaud-là, eh bien, il est plus horizontal. Ce qui veut dire que je vais avoir une pluie qui va être là pendant plus longtemps. Remarquez bien le symbole du front chaud, ce sont des demi-cercles, alors que le symbole du front froid, c'était des triangles. Et là, pour comprendre la suite, il faut juste parler un petit peu de la pression atmosphérique pour bien comprendre de quoi on parle. La pression atmosphérique, elle est liée aux particules qui est écrasée par la colonne d'air qui les surplombe. Et donc, une fois écrasée, elle va rentrer en collision entre elles avec les parois et c'est ce qu'on appelle en fait la pression atmosphérique. Elle est en moyenne de 101,3 kPa au niveau du sol, mais vous allez voir qu'elle peut varier à cause des déplacements d'air au niveau du sol. Cela signifie que la pression atmosphérique, eh bien, elle va diminuer lorsque l'altitude augmente parce que la colonne d'air est moins importante. Lorsqu'on est en avion, c'est la raison pourquoi on a une pression beaucoup plus faible en haute altitude. C'est parce que la colonne d'air est plus petite et donc la pression l'est aussi. Les mouvements de l'air, eh bien, ils peuvent faire fluctuer cette pression-là. L'air se déplace toujours de la basse pression vers la haute pression. C'est ce qui arrive avec une balayeuse. Donc, lorsqu'on utilise une balayeuse ou un aspirateur, si vous préférez, l'idée, c'est qu'on va avoir un moteur qui ne va pas aspirer. Non. Le moteur, il va pousser l'air. Donc, vous avez toujours, après la balayeuse, un espace où est-ce que l'air est poussé et non attiré. Lorsque l'air est poussé à l'extérieur de la balayeuse, ça va créer une zone de basse pression à l'intérieur de la balayeuse. Et donc, pour combler cet espace-là, pour équilibrer les pressions, l'air va entrer par le tuyau et va aller remplir le vide. Et quand l'air va rentrer, eh bien, il va évidemment aspirer la poussière, il va entraîner la poussière avec elle à l'intérieur de la balayeuse. C'est exactement de cette façon-là qu'on respire. Donc, comment on va respirer? C'est qu'on va avoir une augmentation du volume de nos poumons par nos muscles intercostaux et donc, autrement dit, par l'augmentation de la taille de notre cage thoracique et aussi par le diaphragme, qui est un muscle qui est situé dans le bas des côtes, si vous préférez. Donc ici, l'idée, c'est que ça va créer une zone de basse pression. Et pour combler cette zone de basse pression, eh bien, l'air va rentrer par nos narines et donc va nous permettre de respirer. Lorsqu'on va écraser notre cage thoracique, on va créer une zone de haute pression, non, le contraire. Et donc, à ce moment-là, l'air va aller combler le vide extérieur parce que n'oubliez pas que l'air voyage toujours de la haute pression vers la basse pression et donc va ressortir par nos narines. Rappelons aussi, je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est important, que l'air chaud est moins dense que l'air froid, ce qui fait que l'air chaud monte et l'air froid descend. Il y a un autre phénomène qui est important à comprendre lorsqu'on parle des vents. Si j'envoie la boule à Jean en ligne droite, eh bien, elle va voyager en ligne droite. Mais si la table tournait, à ce moment-là, ben Jean, il sera plus là. Il va aller vers Benjamin à ce moment-là. Donc, si elle va à Benjamin, ça veut dire qu'au niveau du mouvement de la boule, il va y avoir une déviation qui va se faire. Et c'est ce qui se passe parce que la Terre tourne. Donc, les vents vont dévier de la même façon et c'est ce qu'on appelle l'effet de Coriolis en l'honneur de Gustave Gaspard de Coriolis.
Et vous avez maintenant tout ce qui est important pour comprendre comment fonctionne un anticyclone. Un anticyclone, en fait, c'est une masse d'air qui descend au sol et donc qui va former une zone de haute pression au niveau du sol. L'air autour, évidemment, va avoir tendance à s'éloigner de l'anticyclone parce que c'est une haute pression. N'oubliez pas que je voyage toujours de la haute pression vers la basse pression. Donc, elle va s'éloigner de l'anticyclone en formant une espèce de spirale à cause de ce qu'on appelle la force de Coriolis. Comme l'humidité ne peut plus monter en altitude parce qu'elle est écrasée au sol, eh bien, on n'aura pas un air chaud et humide qui va s'élever pour former des nuages. L'air chaud reste pris au sol et donc, on va avoir un temps qui est plus ensoleillé dans un temps d'anticyclone. Au contraire, lorsqu'on a une masse d'air chaud qui s'élève dans les airs, eh bien, on va former ce qu'on appelle une dépression. L'air ambiant se remplit et crée une spirale à cause de la force de Coriolis, le même principe. Et ce que ça va faire, c'est que l'air chaud qui est gorgé d'humidité va se refroidir en s'élevant, ce qui va créer une eau qui se condense et donc qui va former des nuages. On va donc plus avoir tendance, lorsqu'on a une dépression, à avoir de la pluie. D'ailleurs, quelqu'un en dépression, ça pleure. Donc, c'est le truc pour vous rappeler que la dépression, ça cause la pluie. Vous vous doutez qu'il va y avoir une interaction entre les anticyclones et les dépressions et que ça va former des vents en basse altitude qui vont souffler toujours de l'anticyclone vers la dépression, puisqu'ils soufflent de la haute pression vers la basse pression. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.